Du robot aux AMR, le monde de la robotique se transforme. Les premiers robots des années 70 ont essaimé. Après la robotique des années 2000, voici que les AGV, Automatic Guided Vehicle, deviennent les AMR, Autonomous Mobile Robots. Et tous ensemble, robots, cobots et AMR communiquent et échangent. Autour de moi, pour aborder toutes ces questions, il y en a beaucoup qui sont soulevées par les technologies et les évolutions qui sont en cours. J'accueille Caroline Vienne, qui est au centre, et Ioana Oknarescu. Vous êtes l'une et l'autre chercheuse. Je vous demanderai à tous de vous présenter. À ma gauche, Gabriel Audry, qui est expert Automatic Facilities and Control chez Renault. Et Francis Kopp, vous êtes directeur de Moventech. Alors, on va faire un tour de table. Nous allons commencer par Caroline et Ioana. Je vais vous demander aux uns et aux autres de vous présenter de manière plus précise afin que chacun ici comprenne vos attributions et vos responsabilités dans vos organisations et aussi comprendre peut-être votre sensibilité plus personnelle sur le sujet qui nous réunit. Caroline, vous avez la parole. Bonjour, merci et bienvenue à tous. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je suis là finalement avec une casquette double, d'abord en tant que représentante du service de robotique interactive au CEA List. Donc qui dit robotique au CEA, c'est d'abord historiquement lié au nucléaire et ce besoin de sortir l'opérateur de zones hostiles, donc une activité liée à la téléopération. Contrôle en effort surtout, donc l'opérateur qui tient un bras maître et puis le robot dans la zone dangereuse qui réalise la tâche. Donc ça c'est vraiment l'expertise liée au contrôle en effort, liée à la sensibilité, à la transparence des robots, à la fois sur les aspects de design, de conception robotique et puis de contrôle commande qui nous anime dans ce service. Donc ça c'était il y a 50 ans, ce côté vraiment nucléaire. Les années avançant, un positionnement lié aussi à l'industrie, puis la notion de cobotique qui a été abordée, donc vraiment collaboration homme-robot. Cobotique pour l'industrie au sens large, avec des cobots comme on peut les imaginer, où on va avoir cette collaboration pour faire de l'apprentissage par démonstration et donc montrer rapidement ce qu'on peut faire. Mais aussi... Et plus précisément votre fonction alors aujourd'hui ? Là, en l'occurrence, je suis adjointe au chef du service de robotique interactive. Donc c'est pour ça que je promeus toute cette activité, que je présente toute cette activité sur laquelle on intervient. Et puis, lié à ce contrôle en effort. Et puis, maintenant, on parle d'intelligence artificielle. On va plus loin sur cette commande. Et donc là, c'est ma deuxième casquette qui est responsable d'un projet transverse au CEA qui s'appelle le robot auto-apprenant, et qui vise justement à faire notre démonstrateur de robotique intelligente. Donc projet transverse parce qu'on va réunir des laboratoires experts en robotique. Nous allons avoir tout le temps de revenir dans le détail sur les projets. Je fais déjà un peu de spoil pour la suite, mais effectivement, voilà. Là on pourra l'aborder plus précisément. Merci pour cette introduction. Ioana, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Ioana Oknarescu, je suis la directrice de recherche de Strat, école de design. Donc un peu un extraterrestre dans ce milieu très tech que je découvre avec beaucoup de curiosité. Donc merci pour l'invitation et ravie de faire partie de cette table ronde. Je vais continuer sur la double casquette. Donc je vais parler rapidement. Moi en tant que chercheuse, je travaille sur la robotique sociale. Ça veut dire que les humains et les robots imaginer des places possibles de collaboration et de vie ensemble. C'est ça ce qui m'intéresse en tant que chercheuse. Et deux, en fait, je représente une école de design. Donc, design, ça veut dire imaginer des services, des expériences, de comment nous pouvons vivre ensemble avec ces technologies tellement complexes, comment on peut les tester dans des milieux plus complexes que ce salon. Ça veut dire les maisons des gens, par exemple, là où toutes les choses ne se passent pas comme nous avons prévu. Donc, voilà. Francis, c'est votre tour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Francis Kopp. Je suis un des deux dirigeants de la société Moventech, qui est une spin-off de Lenser, qui a vendu récemment son site français. Et j'ai eu la chance, avec mon associé qui doit être présent ici, de reprendre ce site. Et donc, je suis jeune entrepreneur aussi, d'une certaine façon, depuis 6 à 7 mois. Notre société
pour terminer, notre société, en fait, se développe dans tout ce qui est électromobilité et veut devenir un des acteurs majeurs de l'électromobilité d'ici une dizaine d'années. Et je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Nous sommes, et pour vous dire un petit le pourquoi, nous sommes vitrine de l'industrie du futur depuis 2018, faisons partie aussi de la French Fab et nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années, je dirais, les premiers AGV que nous avons mis en place remontent il y a 7-8 ans. Et donc, effectivement, progressivement, nous avons mis ça en place. Et c'est une sensibilité d'automatiser un certain nombre de choses dont on pourra parler peut-être plus tard. AMR et AGV. Voilà, merci. Alors, Gabriel Audry, vous êtes chez Renault, présentez-vous. Alors moi, mon rôle, c'est un rôle d'expertise, donc d'être garant des standards, mais aussi d'innover. Et je dirais que la question qui m'anime constamment, c'est quel est le bon niveau d'automatisation du process d'assemblage, sachant que moi, je suis responsable du process de montage, donc de la peinture jusqu'à livraison, et du process d'assemblage des batteries. Et les nouvelles technologies qui arrivent font toujours bouger ce seuil potentiel d'automatisation avec une contrainte d'un industriel, c'est d'être rentable. Voilà. Alors, si je synthétise, nous avons autour de nous 2 industriels, 2 personnes qui ont, d'une certaine manière, les mains dans les applications et dans les développements concrets dans l'industrie, et 2 chercheuses peut-être plus tournées vers l'avenir, mais pas tant que ça, parce que les contraintes et les impératifs industriels et des applications sont bien sûr présents à tous les échelons de votre travail. Alors, avant que nous avancions un peu plus profondément dans les sujets que nous avons à voir, nous allons regarder ensemble quelques images pour nous mettre en condition. Si vous pouvez nous envoyer la vidéo, merci. Je vais me permettre de faire un commentaire très personnel sur cette vidéo. Bien sûr, c'est une vidéo où tout se passe de manière pratiquement extraordinaire. Hein. Tout fonctionne de manière fantastique. On va parler bien sûr de toutes ces technologies. Je fais une remarque quand même sur la toute dernière image qu'on a vue apparaître. Il fallait beaucoup de gens pour collaborer ensemble, de la recherche, de l'industrie, de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique. On a vu apparaître pas mal de noms pour arriver quand même à un appareil qui, somme toute,
d'une certaine manière, nous paraît assez simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du vissage à l'intérieur d'un véhicule. Revenons à notre table ronde. Donc, les robots industriels ont débuté leur carrière dans des cages vers le début des années 70, si je ne me trompe pas, en étant des machines tout à fait comparables aux autres équipements industriels. Mais ils sortent de leur isolement depuis 2010 avec la robotique qualifiée de collaborative. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans les entreprises? Je me tourne vers Gabriel et Francis, parce que vous êtes vraiment des industriels. Qui veut prendre la parole? Gabriel? Alors, sur le robot collaboratif, on ne parle pas encore d'un robot qui se déplace. On a eu plein d'espoir, mais c'est toujours la même courbe. Hein. Quand une nouvelle technologie sort, on s'imagine monts et merveilles, puis après, on réatterrit à la réalité. On pensait qu'on en allait avoir partout. On en a. On en a un nombre limité. On les a surtout utilisés parce qu'ils sont faciles à programmer, faciles à intégrer, extrêmement peu pour les aspects collaboratifs. Et on a une vraie problématique de retour sur investissement. Parce que pour les sortir de la cage, il a fallu qu'ils ralentissent beaucoup. Et comme ils ralentissent beaucoup, ils réalisent qu'une portion d'une tâche qu'un humain peut faire. Et du coup, le payback, eh ben, il n'est pas là, parce qu'on est quand même dans des paybacks d'1 ou d'1,4 ans dans l'industrie. Et si je devrais donner un chiffre, un robot collaboratif, il a une capacité de production de 20% d'un opérateur, à la vitesse où il travaille. Donc, ce n'est pas aussi idyllique que ce qu'on pourrait le penser, Francis? Je suis d'accord avec ce que dit Gabriel. Le collaboratif a un intérêt réel, effectivement la facilité de programmation, on va dire, de répétition, et peut-être par certains aspects la répétabilité, l'aspect qualité, très clairement. Sinon, il faut vraiment avoir... l'intérêt n'est pas évident. Ça peut être un moyen de faire des essais, de mon point de vue, c'est un moyen de faire des essais et de voir comment cela peut progressivement s'intégrer dans le futur, dans de nouvelles applications ou des nouvelles façons de fonctionner. Et si vous le positionnez à un endroit où il n'y a pas d'aspect critique en termes de temps, ça peut très bien faire le taf. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Réellement, ça peut le faire. Et je reviendrai simplement sur la vidéo, juste une petite remarque. J'ai un peu secoué la tête quand j'ai vu ça. Ce n'est pas du tout négatif, mais sincèrement, vous n'avez pas besoin d'un robot pour faire ça. Vous avez aujourd'hui des visseuses qui sont très évoluées. Je ne citerai pas de nom, il y en a plein, où vous pouvez vérifier le type de vis, le couple, le serrage, tout et tout et tout. Vous n'avez et un humain qui le fait. Voilà, c'est juste une remarque. Alors juste pour compléter, le but c'était pas le problématique n'était pas l'erreur de vissage, c'était l'ergonomie. On voit que la position des vis était au ras du sol. On est d'accord. Et donc en fait le robot n'avait comme objectif que de faire la partie non ergonomique de la tâche pour que l'opérateur n'ait pas à se mettre à genoux pour visser. Voilà. Ok. Caroline, Johanna, ça vous parle ce qu'on vient de voir, là, cette petite machine qui rentre toute seule, qui va faire un vissage? Oui, effectivement, j'avais pas noté ça, c'est vraiment au ras du sol. Pour un opérateur, à faire toute la journée, c'est peut-être pas très amusant, en fait, quoi. Caroline, ça vous parle, ce genre d'application? Oui, bien sûr. Alors après, c'est toujours l'écueil aussi de la vidéo de démonstration où on essaie de montrer quelque chose et on se dit mince, il y avait sûrement une autre solution qui était mieux adaptée. L'intérêt, c'est aussi ce côté un peu générique de ce qu'on disait, hein, de reprogrammation, de facilité de programmation. Donc oui, il y a besoin de perception. Forcément, quand on parle d'intelligence, c'est parce qu'on fait face à des variabilités de la tâche, parce qu'on fait face à des inconnus, et donc c'est là où vient un petit peu le challenge point de vue scientifique. Quand on voit une application, après on se dit, finalement on savait qu'il y avait ça à cet endroit, on aurait sûrement pu le faire autrement. Donc il y a toujours peut-être ce biais lié à la vidéo là-dessus. Mais c'est vers là qu'on veut aller, ces robots capables de s'adapter à des situations changeantes et à des environnements inconnus. C'est ce qui les différencie des robots industriels classiques. Johanna, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, moi, je voulais réagir par rapport à ce que Gabriel a dit dans l'introduction. Ce qui vous travaille, c'est cet équilibre entre quand, comment, pourquoi.
automatisé. Donc, je pense que c'est la question essentielle de pourquoi, que vous avez aussi posé, Franck, en fait, de pourquoi on a ça, pourquoi on fait ce type de dispositif, pourquoi on fait ce type de technologie. On a un usage qui nous transporte dans un univers. Je pense qu'il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est que, OK, c'est une techno qui marche, et en tant qu'ingénieur, on est content, mais nous, en tant que designer, on ne peut pas être content de ça, en fait, seulement de ça. Donc c'est là, en fait, où on commence à dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire travailler avec un collègue robot? Qu'est-ce que ça m'amène? Comment mon travail va s'épanouir différemment? Donc tu as parlé d'un attribut, tu as dit d'amusant. Qu'est-ce que c'est de plaisir? Qu'est-ce que c'est de raison d'être? En fait, nous, on travaille sur un concept de robotique Ikigai qui a été imaginé par une femme extraordinaire qui était la présidente de InnoRobot, Catherine Simon. Et nous, on l'a pris en recherche pour le détailler. En fait, qu'est-ce que c'est cette robotique Ikigai, joie de vivre, raison d'être pour des opérateurs des SNCF? Là, on a une thèse en cours sur ça. Donc, pour moi, c'est essentiel, ce pourquoi on fait une technologie. D'accord. Alors, là, on abordait de manière assez générique la robotique collaborative. Donc, non seulement les robots sortent de leur cage, mais ils se déplacent désormais sur les sites industriels, ou du moins, c'est ce qu'on nous promet. Ici même, sur Global Industries, vous allez avoir l'occasion peut-être même d'en croiser. J'ai envie de vous demander comment est-ce devenu possible, et là, je vais me retourner à nouveau vers les chercheuses. Comment c'est devenu possible le fait qu'un robot se déplace tout seul? Alors, il y a des techniques très frustes. Il va suivre un ruban. Il faut que le ruban ait été posé. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. On a des robots auxquels on peut enseigner, on peut expliquer qu'il doit suivre un chemin avec des puces RFID, enfin tout un tas de moyens. Comment c'est possible aujourd'hui qu'une machine se déplace? Et puis, est-ce que c'est réellement aussi sécurisant que ça, que cette machine se déplace dans un endroit où il y a des gens? Et ici, à Global Industries, il y a plein de gens. Hein. Alors peut-être si je peux commencer. Donc effectivement, on est passé aux AMR. Donc ce côté, on n'est plus dans des environnements où on avait le fil qui nous guidait. On donne un petit peu plus d'autonomie aux robots. Alors il y a ces notions de capteur pour percevoir son environnement qui lui permet de s'adapter. Est-ce que j'ai un obstacle? Je cartographie mon environnement. Je peux communiquer entre plusieurs robots pour retrouver tout ça. Donc il y a sûrement un peu de recherche derrière tout ça ces dernières années pour y arriver. Et puis ça continue bien sûr avec à nouveau des notions d'intelligence artificielle, de se dire je détecte que ce que j'ai en face de moi c'est plutôt quelque chose d'animé ou d'inanimé, donc une personne qui va avoir une intention, comment je gère tout ça. Alors qui dit IA en navigation dit aussi assez rapidement sécurité. Donc peut-être qu'on ne veut pas donner toute liberté à notre algorithme d'IA pour gérer. Donc il y a souvent aussi une surcouche un petit peu plus déterministe. Et donc là, on revient à la notion de capteur de présence pour aller là-dessus. Oui, parce que je ne suis pas absolument certain que l'intelligence artificielle soit déjà présente dans certains robots mobiles que l'on peut croiser. Johanna, vous vouliez dire un mot? Moi, je voulais vous parler d'autre chose. En fait, on est arrivé à là parce qu'il y a eu la science-fiction. Parce qu'on a eu un imaginaire qui nous a dicté que c'est par là qu'il faut aller, que c'est comme ça qu'il faut aller. En fait. Donc, c'est à partir de là, on parle des années 50, on parle d'Asimov, on parle de cette arrivée d'une technologie qui bouge, qui pense, qui sait vivre avec nous, que est le moteur. Donc, l'imaginaire est le moteur de ce progrès technologique. Et nous, en tant que chercheurs, on se bat énormément avec cet imaginaire. Parce que parfois, nous, on veut que les choses marchent, mais ils ne marchent pas, en fait. Vous parlez ici, c'est quand même c'est particulier, mais dans la vie quotidienne, c'est encore plus particulier, plus complexe. Et ces robots dont les gens rêvent n'existent pas encore. Et on ne sait pas s'ils vont véritablement exister. Donc, voilà. Alors je rejoins totalement parce que le Robbie de Forbidden Planet m'a fait rêver pendant des années, pour ceux qui connaissent ce film un peu kitsch. Je vous prie de m'excuser de cet aparté.
Francis Gabriel, je voudrais votre avis sur, d'abord ce qui vient d'être dit, qui est peut-être très en amont. Aujourd'hui, concrètement, on en est où de l'intelligence qu'il y a dans les robots? Et puis il y a aussi quelque chose que je voudrais que vous commentiez, c'est l'aspect sécurité. On a des normes, on a des freins, on a des garde-fous, on a un encadrement. Aujourd'hui, lequel de vous deux veut prendre la parole en premier? Gabriel, vas-y. Alors, si on commence par l'intelligence artificielle dans les robots, il n'y en a pas beaucoup parce que ce n'est pas certifié. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on peut lâcher une machine si on est sûr à 100% qu'elle va être sécuritaire. À aujourd'hui, il y a des programmes de Trustable IA, de recherche sur la certification de l'IA, mais l'IA ne nous explique pas ses décisions. Comme elle ne nous explique pas ses décisions, on ne peut pas être sûr qu'elle va toujours prendre la bonne. Donc à aujourd'hui, c'est encore un chemin qui est encore long avant de laisser une IA piloter un robot au milieu d'humains. Alors concrètement aujourd'hui, on fait comment pour sécuriser ces AMR? Parce qu'on en voit. Enfin, je veux dire, ouais, mais aujourd'hui, plutôt on a avec déjà des cellules très analytiques, des cellules SIG, des cellules qui vont détecter une présence et qui vont immédiatement s'arrêter ou ralentir. Et du coup, ça rentre en compétition avec la productivité du système, parce que du coup, on va lentement, parce qu'il faut pouvoir s'arrêter suffisamment vite pour ne pas blesser. Ça augmente le coût. Et tout à l'heure, je parlais de retour sur investissement, mais du coup, ça rajoute des contraintes et de la lenteur, tout en ayant rajouté du coût. Donc la productivité d'un AMR, c'est aussi un défi pour qu'il trouve sa valeur ajoutée. Francis, peut-être un mot sur les normes et les standards aujourd'hui, faire un point, rappeler quelques éléments tangibles. Oui, alors en intelligence artificielle, effectivement, il y a, à ma connaissance non plus, il n'y a rien dans les AMR aujourd'hui. Sinon, effectivement, en termes de sécurité, il y a des normes, hein, et en termes de sécurité, vous avez des câblages, vous avez des éléments de sécurité qui détectent les présences. Généralement, c'est des éléments qui sont doubles ou triples, ça dépend du type de machine, et ils sont câblés de telle façon que soit s'ils détectent quelque chose, soit si ces éléments tombaient en panne, l'engin s'arrête immédiatement. Effectivement, sur la vitesse de déplacement d'un AMR, par exemple, effectivement, c'est pas très rapide. Il faut qu'il puisse s'arrêter pratiquement instantanément. Bon, même s'il prend en amont de quelques mètres, le fait qu'il y ait une présence ou pas. Mais après, ça dépend. Là, je suis pas, comment dire. C'est comme pour le collaboratif. Si vous avez des opérations que vous faisiez, je prends le cas des AMR qui remplacent éventuellement des tâches qui consistaient à amener des pièces, des objets, des palettes d'un point A à un point B ou un point C en suivant certaines règles ou pas, que ce soit et que vous n'êtes pas dans un tact qui fait que toutes les 10 secondes, il faut que ça arrive, ça le fait très bien. Ça veut dire que c'est des choses, entre guillemets, si vous me permettez ça, simples, que faisait un humain, effectivement, qui sont remplacés par un AMR. Et je pense le côté important, c'est de faire en sorte que les personnes qui ne font plus le travail qu'ils faisaient avant, on leur ait apporté des possibilités de se développer vers d'autres métiers où l'humain est important et on a besoin d'autres choses, de réflexion, etc. Oui, parce qu'apporter une caisse de pièces détachées d'un point à un autre, à longueur de journée, n'est pas nécessairement une tâche des plus enrichissantes. C'est plus complexe que ça quand même, j'ai envie de dire. Johanna. En fait, nous, quand on bosse avec les gens de SNCF qui travaillent sur les trains, qui font de la maintenance au train, on peut logiquement penser qu'en faisant ça, on va faire quelque chose de mieux pour eux. Mais la vérité, c'est que parfois, il y a des choses tellement complexes comme une sorte de fierté, une motivation intrinsèque ou une connaissance qui est incarnée de ces gens-là qu'on va perdre. Donc l'important, c'est d'équilibrer, comprendre tout le système et pas fonctionner par petits briques. Donc voilà, c'est prendre en compte l'écologie, la systémique de tous ces systèmes hybrides.
Voilà, tout l'écosystème. Et bon, je comprends dans vos propos que le facteur humain est presque aussi important que le facteur technologique. On n'est pas dans une course uniquement à des résultats techniques. Il y a des gens autour. Donc, est-ce que justement, ça doit changer les méthodes de travail? Est-ce que ça doit influencer le regard que nous portons sur ces équipements? Est-ce qu'il y a des mentalités à faire évoluer? Est-ce qu'il y a réellement du travail qui est fait en ce sens? Caroline? Alors, c'est pour revenir un peu à cette transformation de la robotique. On parlait au début de ces robots qu'on voit sur les chaînes de montage qui travaillent dans leur cage en automatique. Là, clairement, on va plutôt sur des robots qui sont proches de l'opérateur, et en tout cas qui doivent être presque utilisés par des opérateurs non experts en robotique pour faire une tâche donnée. Donc il y a vraiment ce côté peut-être d'interactivité, de programmation intuitive du robot. Donc on parlait sur les robots collaboratifs qui étaient finalement plus utilisés pour leur facilité de programmation, parce qu'on peut les prendre, les déplacer, lui dire tiens, tu me rejoues cette trajectoire. Mais ça, il y a peut-être d'autres façons de faire aussi, alors avec ou sans intelligence artificielle, mais ce côté de, par la perception, savoir que je vais définir la tâche à mon robot de manière simple et donc me passer de tous les coûts d'intégrateurs éventuellement qui sont non négligeables là-dessus. Donc voilà, moi je dirais que ce sont ces aspects de programmation intuitive qui sont au cœur de cette nouvelle robotique. Alors, l'image que j'aime, moi, c'est que, d'une certaine manière, le robot collaboratif dont on parlait au tout début, c'est une machine industrielle, elle peut être à côté d'un opérateur ou pas, certes, mais admettons que moi, je ne sois pas directement concerné par la productivité industrielle de l'organisation à laquelle j'appartiens, j'ai peu de chances de croiser cette machine. Mais alors, par contre, l'AMR, lui, qui va se déplacer, qui peut-être d'ailleurs va sortir, traverser un parking pour aller dans un autre bâtiment. Même si je travaille dans un service commercial, je vais peut-être le croiser le matin ou dans la journée. Donc d'une certaine manière, là c'est une machine où on est presque... on élargit le nombre de personnes qui sont éventuellement amenées au moins à le croiser, cet objet industriel. Ce qui ne reste quand même qu'un outil, nous sommes bien d'accord. Donc, lorsque je disais, est-ce que l'évolution de ces machines influence le regard que nous portons dessus? Est-ce que tout le travail, est-ce que toute la réflexion aujourd'hui, elle est déjà menée? Je me rappelle avoir vu un cas d'application. On parlait de pièces détachées, un cas d'application d'un robot qui, sur un site médical, allait chercher des médicaments et des équipements médicaux et qui les apportait vers des services pour essayer d'économiser du temps à des personnels et d'éviter des déplacements inutiles. Est-ce qu'on est dans la science-fiction et est-ce que c'est quelque chose que... voilà, les uns les autres... Moi qui suis un peu l'actualité, je pense que c'est déjà en service. Les montées de médicaments, je crois même les montées de plateaux repas dans les hôpitaux, il y a déjà des robots qui font ça, qui prennent les ascenseurs tout seuls et qui vont... Alors ça se fait où? On a une idée aujourd'hui? Non, je l'ai déjà vu, mais je me souviens pas du nom de l'hôpital. Dans ma pharmacie, à Chaville, il y a un robot qui fait ça. Alors racontez-nous. Depuis 1 an et demi, il travaille avec les pharmaciens. Il a son propre espace qui est plus grand que l'espace des pharmaciens. Et en fait, c'est un bras robotique. Ce n'est pas véritablement pour moi un robot. Donc c'est un bras robotique, c'est sur l'automatisation là où on est, qui manipule très bien en fonction de ce qu'on lui demande, qui est capable de gérer tout le stock de médicaments. D'accord. Et vous avez une idée de l'intérêt d'une application comme ça? Parce que là, du coup, c'est dans un commerce, j'ai bien compris ou pas? Dans une pharmacie, puis les pharmaciens sont ravis. En fait, il y a pas mal de choses que ce robot maintient en ordre. D'accord. L'idée d'une application comme celle-là, c'est quoi? C'est gagner du temps, donc du coup, d'éviter des tâches répétitives. Ouais, le bordel derrière, voilà, pas mal des... Les petits déplacements justement des pharmaciens, et qu'en fait le pharmacien reste, en fait le pharmacien va jamais derrière, il est toujours devant avec le patient, ce qui fait qu'en fait derrière il y a le robot qui travaille et puis qui lui amène les choses. Francis?
J'allais dire ça à ma façon, un peu différente, sans parler obligatoirement de médicaments. Je pense, et c'est dans cet esprit-là que nous l'avons fait chez Moventech, c'est d'essayer de on va dire supprimer des tâches répétitives et simples qui étaient faites par un homme, de les remplacer par, on va dire, par un AMR, voilà, et tout simplement. Et ce qui permet de libérer du temps pour faire des choses plus importantes. Le cas du pharmacien, c'est pareil. Si on prend son cas, si je peux me permettre, il est avec le patient. Il apporte, à mon avis, plus en étant en contact avec le patient, et je le suppose, lui donnant des conseils, etc., par rapport aux médicaments ou autres, plutôt que de perdre son temps à préparer des médicaments derrière, ce qui n'est pas vraiment de la valeur ajoutée, si on veut, par rapport à sa compétence. Et c'est un peu cette réflexion-là, et c'est dans cette démarche-là que nous utilisons les AMR. Voilà. Francis, vous travaillez donc chez Renault, qui est une grande entreprise. Il y a beaucoup de... On le sait, il y a beaucoup de robots, plusieurs dizaines de milliers de robots dans les différents sites industriels de Renault. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de cobots déjà aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez différents types de personnel, différents types d'applications, différents types de sites avec des spécialisations plus ou moins développées selon les endroits, selon les pays. Aujourd'hui, dans une grande entreprise comme la vôtre, comment se mène la réflexion sur la capacité d'acceptabilité de ces nouveaux équipements, leur intégration, leur mise en place. Comment est-ce que vous, je dirais, réunissez les compétences et surtout les réflexions, comment est-ce que vous allez chercher aujourd'hui à la fois le retour de ceux qui sont déjà confrontés et même le désir éventuellement des opérateurs. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Qu'est-ce qu'ils sont plutôt enclins à refuser? Est-ce que vous avez déjà des choses comme ça qui sont très concrètes? Il y a toujours une partie d'acceptabilité à piloter. Bon, rien que les AGV, ça a été une partie qui n'a pas été gagnée d'avance. Hein. Les gens ne l'ont pas vu d'un bon œil au début. Maintenant, c'est dans les mœurs. Et je dirais que pour tout ce qui est automatisation, comme on automatise, et je le disais, on a rarement un retour sur investissement pour la productivité, on l'a essentiellement sur l'ergonomie et la qualité. L'ergonomie, c'est extrêmement bien accepté. Quand vous retirez la partie pas ergonomique d'une tâche et vous dites à l'opérateur, on va, comme on le regardait sur l'exemple, on va te l'automatiser. Je pense que là, les opérateurs, si on l'avait industrialisé, personne n'aurait dit, retirez-moi le robot qui visse les vis en bas. Ils sont très contents qu'on leur retire cette partie pas ergonomique. Sur la qualité, bien sûr quand on a besoin de répétabilité, de dextérité, on est content d'avoir des robots. On a rarement des gens qui s'y opposent, parce que c'est un spécialiste qui pourrait s'y opposer, parce qu'il était très fier de faire quelque chose de compliqué. Mais on n'a pas cette bataille-là au sein de nos équipes, parce que les gens ont du turnover, qu'ils n'ont pas envie de rester au même poste de travail toute une carrière. Donc non, il n'y a pas de grosses difficultés d'acceptabilité, parce qu'on n'est pas dans une automatisation côté montage massivement pour la productivité. Côté tôlerie, il y a eu une période d'acceptabilité, mais c'est fini. La tôlerie est automatisée à 95% maintenant. D'accord. Sur l'aspect, vous aviez, lorsque vous êtes présenté, vous avez insisté sur le fait que les premiers usages des cobots, c'était parce qu'ils étaient faciles à programmer. Est-ce que cette facilité de programmation, elle a encore des points d'amélioration? Alors, je vais peut-être me tourner à nouveau vers Caroline et Johanna. Parce que si ces machines collaboratives sont arrivées avec des interfaces de programmation où on assemblait des petites tâches, une préhension, un déplacement, une rotation, des choses comme ça. On voyait ça sous la forme de petites icônes et on assemblait les fonctions comme ça. C'est une vraie, c'est une vraie avancée. On a vu que les robots industriels plus classiques se mettaient à être équipés de ce type d'interface.
Mais si on a fait un gain de facilité d'utilisation, qu'on a déjà fait un pas, est-ce qu'il n'y a pas encore des dizaines d'autres pas à gagner? Je ne sais pas, moi, parler directement, expliquer directement au robot ce qu'on attend de lui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable aussi? Caroline? Je dirais que la réponse n'est peut-être pas la même justement entre le possible et le souhaitable. Enfin, ça, c'est à voir. Mais bon, on va dire qu'à l'heure du chat GPT, on est obligé de penser aussi à ce type de développement. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les conférences de robotique. C'est clairement les nouveaux entrants côté Google, Nvidia, sur des large language models. Donc ces modèles utilisés au départ pour de la complétion de texte, qui donnent aussi du robot GPT maintenant. Alors, on le voit encore à l'heure actuelle, côté académique, plutôt sur ce côté robotique de service. Je suis à la maison et je veux demander à mon robot de me faire à manger, et donc on va aller vers ce domaine-là. Je veux bien qu'il fasse la vaisselle, moi. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Maintenant, il faut voir un petit peu le passage qui reste à faire entre ces domaines-là, cet apprentissage qui va demander encore des bases de données très, très conséquentes, et comment on sort de ce scénario à une programmation robotique et une capacité du robot à vraiment réaliser ces tâches-là. Ça reste encore le futur, on va dire. Voilà. Johanna, juste, vous travaillez vraiment dans un monde où on se projette beaucoup dans la robotique de service. Peut-être que cette robotique de service, aujourd'hui, elle explore des domaines, des secteurs qui intéresseront demain l'industrie, qui lui donneront peut-être des idées. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de manière plus détaillée des travaux que vous menez, des expériences sur lesquelles vous travaillez? Ouais, depuis 10 ans, moi, je travaille sur la robotique sociale dans la rééducation. C'était un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé en tant que chercheuse. Donc là, il y a, pareil, c'est des promesses et des espoirs. On part de là. On part aussi de certaines images très très fortes, par exemple un robot humanoïde qui est capable d'aider entre guillemets une personne qui aurait besoin de cette aide. Et nous, en tant que designer, on va reposer la question de départ de quoi on a besoin en fait. Quand on va en maison de retraite, en EHPAD, dans un centre de rééducation, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'un robot humanoïde. Qu'il y a besoin, en fait le problème numéro 1 là-bas, c'est la solitude. C'est ça en fait qu'il faut régler. Donc, est-ce qu'on va la régler par la robotique? Je ne sais pas. Après 10 ans de recherche dans ce sujet, en fait, j'ai vu des choses intéressantes où une certaine robotique sociale peut apporter quelque chose de très puissant, d'un effet de présence. Et j'ai vu aussi beaucoup des choses qui servent à rien en fait. Et voilà, je suis encore entre cet imaginaire très fort, entre ce qu'on pourrait faire, et puis de l'autre côté sur les besoins pratiques des gens qu'il faut traiter en fait, et pour lesquels la robotique n'est pas la solution. D'accord. Francis, vous vouliez ajouter quelque chose? Je serais beaucoup plus terre à terre. Je reviendrai et je verrai beaucoup moins loin. Je dirais simplement déjà pour les AMR aujourd'hui, il y a une chose très simple à faire, c'est déjà faire en sorte que leur interface de programmation ou la façon de cartographier puisse énormément se simplifier, parce que c'est quand même encore réservé à des spécialistes et ça peut être un problème. On voit vraiment des niveaux de simplicité de programmation très très différents d'un type d'AMR à un autre. Et déjà, le simple fait d'avoir cela, c'est déjà très très bien. Mais voilà. Est-ce que, par exemple, justement, l'AMR, il peut faire du travail tout seul pour soulager aussi bien les ingénieurs que les programmateurs que les techniciens qui vont l'utiliser, comme par exemple apprendre l'environnement dans lequel il est amené à évoluer? Est-ce qu'il peut, par exemple, je ne sais pas moi, parcourir des couloirs et grâce à un capteur peut-être 3D, apprendre les volumes qui sont à sa disposition? Ça existe déjà. Il y a déjà des AGV, donc ce sera des AMR qui scannent l'environnement, qui sont capables de savoir si on est dans un environnement fixe ou mouvant, parce qu'il peut y avoir un emballage qui a un peu modifié l'environnement. Il sait faire le tri entre ce qui est constant et ce qui est variable et avoir sa cartographie. Et en cas d'obstacle, de prendre un chemin alternatif pour faire le trajet. Ça
au niveau AGV, ça existe déjà. D'accord. Mais cette cartographie, il l'acquiert comment? Comment il fait pour l'acquérir, Francis? C'est de différentes façons, ça dépend des évolutions, mais comme le disait Gabriel, il y a maintenant les dernières générations, elles le font, enfin parmi les dernières générations, elles le font, elles accompagnent quelqu'un, principalement, dans un mode qu'on appelle Follow Me, par exemple, et puis elles cartographient en fait l'environnement dans lequel ils passent. Et donc elles ont la cartographie après de l'usine ou du secteur en mémoire, voilà. D'accord. Donc c'est lui-même qui va parcourir les espaces et qui va devoir les mémoriser, mais c'est une méthode d'apprentissage qui est, on va dire, aujourd'hui très fruste. On voit par exemple que dans la création des bâtiments aujourd'hui, on voit se créer des bases de données descriptives des bâtiments. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on aura des robots qui seront capables d'apprendre directement du jumeau numérique d'un bâtiment pour boucler sur d'autres technologies qui aujourd'hui... Est-ce que des recherches sont menées dans ce domaine-là? Est-ce que ce sont des, comment dire, est-ce que ce sont des choses qui sont ne serait-ce que réalisables pour une machine d'apprendre à partir d'une base de données? Je ne sais pas, peut-être Caroline? Oui, a priori, je vois pas de. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, c'est clairement des choses. Donc finalement, cette cartographie qui est faite, elle peut être faite à partir de rien, enfin, de capteurs embarqués sur le robot qui navigue et qui se construit sa carte, ou on peut partir d'une carte déjà faite et qui est corrélée avec ces mesures-là. Donc ça, c'est effectivement des choses. Oui, mais alors là, ça pose un problème de standardisation des données qui sont transmises à la machine, quelque part. Éventuellement. C'est peut-être pas seulement, je me permets, c'est peut-être pas seulement un problème de standardisation. Il faut vraiment que ce que vous transmettez à la machine corresponde vraiment à la réalité. Si jamais ce que vous avez, il y a une petite différence avec la réalité, vous verrez le résultat. Le fait qu'il scanne son environnement, de ce point de vue-là, même si ça paraît frustre, vous êtes sûr d'avoir la réalité du terrain. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Aujourd'hui, on a listé un certain nombre d'applications, on en a parlé déjà. Bien évidemment, les machines évoluent. Vers quoi on pourrait imaginer que demain, ces machines puissent être utilisées dans d'autres cadres? Est-ce que ces machines peuvent se complexifier et rendre des tâches de nouvelles, plus larges, plus... comment dire Alors, dans le monde industriel, on pense que... Enfin, vous avez vu les communications comme moi de Tesla, hein, qui présentent un humanoïde. On voit ce que fait Boston Robotics. Nous, on le regarde de loin. On ne sait pas si on est à la science-fiction, s'ils vont aller vite et... Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, enfin rappelez-nous ce que c'est parce que... Elon Musk parle de son Tesla robot, là je ne sais pas le nom qu'il lui a donné exactement, mais qui est littéralement un humanoïde capable de se déplacer sur deux pieds et qui va remplacer ses opérateurs, c'est son annonce, quoi. Alors est-ce qu'on est dans la science-fiction ou est-ce qu'ils prennent la direction et qu'ils mettent les moyens pour y arriver? Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Et à quelle échéance, quoi. A priori, on est encore sur des effets d'annonce sur ces aspects-là. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui est souhaitable? L'humanoïde dans les tâches industrielles, c'est pas non plus dans l'acceptabilité, il y a une vraie question. Ouais. Voilà aussi, on va retrouver ces problématiques. Comme je disais, il y a clairement ces nouveaux entrants, que ce soit Tesla, que ce soit Google Robotics, qui sont aussi sur ces thématiques. Après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est des robots plus flexibles, plus agiles, capables d'aller d'un poste de travail à l'autre pour des industries peut-être plus résilientes? Enfin, est-ce que c'est ça qu'on cherche à avoir? Voilà. Donc là, moi, ce que j'imagine un peu, c'est potentiellement aller jusqu'à des îlots reconfigurables et cette notion d'être capable de redéfinir les tâches qu'on peut faire avec un même système. Voilà. Ouais, parce qu'on voit mal... Enfin, la complexité d'un robot humanoïde pour remplir quelle tâche. Il y avait déjà des problèmes comment dire, vous le disiez vous-même, par rapport à la vitesse de travail, par rapport à la capacité du robot peut-être à lever des charges ou à faire des choses
différentes. Donc là, il faudrait une machine d'une polyvalence. Après, quand on regarde Boston Robotics, hein, ils ont des robots qui font des tâches logistiques à une vitesse quasiment similaire à un humain. Après, le contexte réglementaire pour que ça puisse être implanté, j'en sais rien. En tout cas, la démonstration technique est assez bluffante, enfin, moi, de ce que je vois, quoi. Alors la question, c'est est-ce que nous, avec les AMR sur des roulettes et tout, on n'est pas déjà en retard, quoi. C'est une vraie question. Francis. Vous êtes à la croisée des chemins parce que vous étudiez, vous concevez aujourd'hui des machines, vous êtes confronté à des besoins industriels. Donc, est-ce que c'est, et j'imagine que bien évidemment vous vous projetez dans un certain avenir, vous regardez les pistes de développement, peut-être même chez Moventech avec vos partenaires, et même peut-être déjà il y a des demandes de vos clients. Est-ce que vous avez des choses comme ça qui aujourd'hui vous amènent à vous poser des questions et peut-être même à chercher des nouveaux types de partenariats, je ne sais pas? On est plutôt dans... On observe, enfin, pour être simple, on observe ce qui se passe, les évolutions qu'il peut y avoir, et en parallèle, on met nos métiers et on voit éventuellement s'il y a des choses qui sont faisables. Faisable est une chose et souhaitable. Voilà, il y a les deux aspects. Donc, je dirais que pour le moment, on en est là. Alors, on a parlé de Boston Robotics, d'entreprises qui sont aux États-Unis, qui sont même, pour certaines, en Asie pour une grande part de leur mise en place et de leur développement. Revenons de manière plus terre à terre en France. Dans toutes ces applications de robotique collaborative, de robotique mobile collaborative, de machines apprenantes, de prémices d'intelligence artificielle intégrées dans ces équipements, il faut des compétences, il faut de l'ingénierie, il faut de la technicité, il faut savoir aussi se projeter vers des choses qui n'existent pas, imaginer des garde-fous pour éviter les incidents et les accidents. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes suffisamment armés? Est-ce que nous avons les cerveaux, les compétences, les centres de formation? Est-ce que nous sommes suffisamment bien armés pour avoir non pas les robots, mais les humains qui vont les concevoir et qui vont les faire évoluer et en faire des équipements réellement fiables et intéressants? Je pense que la clé, c'est la pluridisciplinarité. Déjà, dans cette table ronde, je suis ravie en fait, qu'on peut parler entre possible, probable, souhaitable avec des personnes qui développent ces technologies. Donc moi, je suis ravie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'expérimenter. En fait, donc la pluridisciplinarité, cette capacité de pas seulement savoir faire, mais savoir quoi faire avec ce qu'on a fait ou à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. Pourquoi, en fait, le pourquoi. Et deuxième chose, je pense très importante, c'est l'expérimentation. Donc là, une fois qu'on a imaginé ces futurs possibles, le black-white mirror, comment on va les vivre en fait, comment on va les simuler pour pouvoir en fait après décider ensemble. Donc là, on va vers les normes, on va vers la prise de risque, la prise de décision, pour décider ensemble avec plusieurs acteurs si c'est ça ce qu'on veut faire en fait. Donc voilà, donc pluridisciplinaire et expérimentation. Caroline. Je dirais qu'on a des compétences. Après, il faut aussi avoir les moyens. Donc c'est plus la concurrence qui est en face. Il y a un intérêt réel pour aller vers cette robotique. On sent que... Au niveau des cerveaux, est-ce qu'on a les centres de formation suffisamment bien équipés, suffisamment visionnaires aussi, pour amener des étudiants, des jeunes chercheurs, des jeunes ingénieurs à aller vers ça? Francis, je vous vois faire un signe de tête négatif. Quelle est votre sensibilité à ce sujet-là? Je dirais peut-être que je vais me répéter ou répéter ce que l'on entend souvent et très souvent ces derniers temps. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais nous avons certainement des gens extrêmement compétents en recherche et autres qui savent faire les choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, dans les usines, aujourd'hui, on a réellement, pendant de très très longues années, je pense, l'industrie en général a été délaissée réellement. Et aujourd'hui, par rapport à ces nouvelles technologies,
par rapport à ce que l'on doit développer en ciblant ces métiers, parce que c'est pratiquement partout, hein, mais en ciblant déjà ces métiers, tout ce qui est en électronique, en automaticien, roboticien, tous ces métiers-là, on est en pénurie. Très clairement en pénurie, on n'a pas les compétences, on n'a pas les gens que l'on pourrait employer. Et même, il y a un travail qui se fait hein, entre industriels et les universités et les pôles d'apprentissage pour essayer d'amener des gens vers ces métiers-là et de les former. Mais c'est extrêmement difficile. L'industrie a vraiment eu mauvaise presse pendant de très 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 longues années et c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'écoles d'ingénieurs plus spécialisées dans les domaines touchés par la robotique. Est-ce que nous avons besoin de BTS, de licences pro je voudrais savoir un petit peu quel niveau, quel niveau et puis quelle discipline surtout il faudrait développer aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici sur Global Industries. Si on devait les conseiller, il faudrait les inviter à aller vers quel type de débouché Gabriel? Moi, en tant qu'utilisateur, le but, c'est pas d'avoir un ingénieur derrière le robot. Hein. Donc, clairement, le but, c'est que le robot soit tellement simple à utiliser qu'on n'ait pas besoin de ce genre de compétences. Je pense que c'est plus les gens qui développent qui doivent se battre pour avoir ce genre de compétences et de développer de telle manière qu'il n'y ait pas, une fois que l'objet est développé, le niveau de compétences requis pour l'utilisation soit aucun ingénieur n'a envie entre guillemets de passer sa journée à juste programmer des trajectoires d'un AMR. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de développer. Donc notre demande, c'est que ça soit développé pour qu'il n'y ait pas besoin de compétences. Alors jusqu'à un certain niveau, hein, mais voilà, je dirais, on ne cherche pas d'ingénieur pour piloter les robots. Johanna, vous vouliez ajouter Moi, je vais quelque dire chose des à ce designers. sujet? On a besoin des designers qui sont capables de travailler avec des ingénieurs, avec des économistes, avec des gens qui prennent des décisions pour comprendre aussi l'impact. On n'a pas parlé aujourd'hui de la soutenabilité, de la planète. J'ai vu dans la conférence avant qui concluait sur l'humain, mais est-ce qu'on peut conclure aussi sur une technologie responsable? Qu'est-ce que ça sera en fait, sans de faire de greenwashing, mais une vraie technologie en fait, qui a une place qu'on va pas critiquer dans l'usage de pourquoi, mais pourquoi là-bas. Donc voilà, on a besoin des gens qui pensent en fait. Et alors donc cette interdisciplinarité, elle peut se formaliser déjà dans des écoles, ou est-ce que c'est après la période de formation, créer de nouveaux types d'équipes qui regroupent des compétences diverses? À quel niveau ça se fait? Caroline, Johanna, peut-être vos avis là-dessus? Là, si je reviens rapidement sur le projet que je mentionnais au départ, ce qu'on voit aussi, c'est que effectivement, c'est un projet transverse. Alors, c'est vrai que c'est à chaque fois des scientifiques quand même. Néanmoins, on est sur des besoins en vision, perception visuelle, en simulation numérique, en intelligence artificielle. Voilà, donc il y a quand même ces aspects transverses pour arriver à aller là-dessus. Après, bien sûr, les sciences humaines et sociales peuvent également nous rejoindre. Et je pense là avec le dernier grand PEPR, un grand projet national en fait qui oblige les chercheurs en informatique et en robotique de travailler avec les sciences humaines et sociales en fait pour pouvoir développer ces projets longue durée de 8 ans. En fait, ils sont obligés pas sûrement de les inclure dans l'appel, mais de travailler avec ces gens qui sont capables de percevoir l'humain, de comprendre l'humain, de les inclure dès le démarrage. Donc ça, c'est une grande nouveauté et je l'espère de réussir en fait cette collaboration. Elle est dure, la pluridisciplinarité, la vraie pluridisciplinarité. D'accord. On va, pour conclure notre débat, on va refaire un petit tour de table et je vous demandais à chacun d'entre vous d'essayer de vous projeter, allez, disons à 5 ans, c'est à la fois loin et pas trop, de nous dire ce que vous aimeriez, ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous imaginez être en mesure d'avoir accompli à une telle échéance. Allez, qui veut prendre la parole? C'est peut-être une question un peu difficile, mais...
Je veux bien commencer. On se projette et on dit notre rêve en parlant des AMR dans... Voilà, et puis de la robotique en général, peut-être. Alors, en commençant par Au-delà de l'AMR. en commençant par les AMR, mais même ça se va pour la robotique, ce qu'on attend, c'est des objets standards, facilement programmables, acceptables par les opérateurs, nécessitant donc peu de compétences, et qui ont été développés, parce que là on partait beaucoup d'interdisciplinarité, mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de compétences, mais elle est quand même limitée dans le domaine, et il faut vraiment partir d'un besoin industriel, et rajouter dans la boucle des industriels, pas forcément les utilisateurs finaux, mais pour passer, parce qu'on passe toujours du TRL 1 à 9, hein, donc on s'arrête régulièrement au 4, je dis ça pour les labos, hein, c'est d'aller développer jusqu'au TRL 9 un objet utilisable, standard, et il y a toujours un désert entre le 4 et le 8, et je pense que dans les équipes pluridisciplinaires, là, pour développer des objets à 8 ans, il faut déjà incorporer des intégrateurs, des gens qui vont finir l'objet et en faire un objet industriel. Voilà. Francis ? Je risque de me répéter ou de répéter ce que vient de dire Gabriel, mais c'est exactement ça. Effectivement, les objets, les outils qu'on a aujourd'hui fonctionnent. Ils doivent absolument il faut qu'ils se simplifient très clairement dans leur utilisation, dans la façon dont on peut les programmer, et afin que, je dirais, les opérateurs standards puissent les utiliser normalement, et que ça soit que cela devienne un outil comme un outil standard qu'ils utilisent aujourd'hui. Outil banal peut-être ? Banal, voilà, tout à fait. Caroline, votre mot de conclusion. Effectivement, moi je rejoins bien ce côté du robot plus flexible, plus agile, facile à programmer pour des industries plus résilientes aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en ligne avec un peu d'intelligence artificielle si nécessaire, mais avant tout ce côté assez pragmatique de j'ai pas besoin d'être expert en robotique pour définir ma tâche et pour la réaliser correctement. Johanna ? Qu'on essaye d'arrêter de faire des technologies zombies, des technologies qui se basent sur des matériaux qui vont finir, qui en fait, qui ne sont pas recyclables, et qu'on comprenne qu'une fois qu'on décide de faire une chose, cette chose a un coût, et d'être capable en fait d'avoir une transparence dans le processus de conception, de comprendre en fait qu'est-ce que ça nous coûte véritablement à une autre échelle, pas seulement l'échelle de notre vie, mais une autre échelle, les décisions que nous prenons. Voilà, je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à notre débat. J'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion, des informations, des éclairages sur la robotique actuelle, collaborative, et la robotique du futur, mobile, et surtout plus facile à programmer et plus facile à aborder, et pour peut-être une industrie apaisée et tournée vers le futur, et un futur durable. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Et bon salon!